Bonsoir et bienvenue sur Studirama TV pour cette émission, ce live spécial consacré aux études en Australie. Alors pour répondre à vos nombreuses questions ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Sophie Morvan, responsable de Frank Australia Éducation France. Anne-Sophie, bonsoir. Bonsoir. Alors oui, je le disais, beaucoup de questions ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui souhaitent partir étudier en Australie. Et en deux mots, Frank Australia Éducation est un bureau présent à la fois en Australie et en France qui se propose de faire le lien et d'accompagner finalement les étudiants qui souhaitent partir étudier en Australie, c'est ça? C'est bien ça, tout à fait. Alors, pour débuter, voilà, peut-être qu'on peut résumer en quelques mots quels sont les grands atouts de l'Australie quand on est jeune, quand on est étudiant, pourquoi on a envie et pourquoi on a intérêt à aller étudier à l'autre bout du monde. C'est vrai que le pays des kangourous plaît énormément aux étudiants. Beaucoup d'étudiants viennent nous voir en nous disant que c'était leur rêve depuis qu'ils étaient aussi tout petits. Pour d'autres, ce sera le fait que ce soit très loin, que ce soit un pays anglophone. Il y a la reconnaissance aussi des diplômes aussi de très haute qualité, ce qui fait qu'énormément de Français sont amenés de plus en plus à étudier une partie de leurs études à l'étranger, dont l'Australie. C'est vrai que ça plaît de plus en plus. Et puis c'est un pays qui est aussi assez sûr, sécurisé, ça peut rassurer les parents, ça. Exactement, c'est un pays très, très sûr. Les étudiants en général s'y sentent très très bien. À peine arrivés et atterris en Australie, les étudiants en général sentent vraiment un côté très relax, ambiance très à la cool de l'Australie. Et en général, c'est plutôt, on a plutôt un coup de fil en nous demandant comment faire pour repartir. Donc c'est plutôt un bon signe, ouais, effectivement. Alors voilà, c'est un pays qui ne manque pas d'atouts. Plus concrètement, là, au niveau des études, de comment s'organise un peu l'enseignement supérieur en Australie. Est-ce que c'est un système qui fonctionne comme ce qu'on peut connaître en France, des universités, peut-être aussi quelques écoles spécialisées, et puis un schéma qui ressemble à la France, Bac+3, licence, Bac+5, master, Bac+8, doctorat ou pas? Oui, c'est en harmonisation avec le système LMD, comme en France. C'est vrai que donc il y aura les bachelors sur 3 ans et les masters sur 2 ans suivis par les doctorats. Hormis quelques spécialisations comme le droit, où là le bachelor, la licence se fera sur 4 ans. Donc voilà un petit peu la différence, mais sinon ce sera le même système. Donc d'après vous, quel est le meilleur moment pour partir étudier en Australie? Est-ce que c'est directement après le bac? Est-ce que c'est après un premier diplôme de Bac+2? Quel est le bon plan? Je dirais que ça dépend vraiment de l'état d'esprit de l'étudiant. S'il se sent prêt après le bac, c'est vrai que certains étudiants ont le profil pour, d'autres, après avoir discuté avec eux, etc., je leur préconise plutôt d'attendre un peu. Tout va dépendre parce que c'est quand même à l'autre bout du monde, à 20 000 km de la France. Si c'est la première fois qu'ils quittent le cocon familial pour un bachelier, c'est peut-être un peu difficile. Et pour d'autres, au contraire, qui ont déjà pas mal baroudé, qui se sentent matures et prêts, je leur conseille, oui, de partir dès le départ. Donc ça dépend vraiment de chacun des étudiants. Il y avait une question d'Antoine au niveau des équivalences, oui. avec notamment les diplômes en France. Oui. Lui voulait savoir quelles étaient les équivalences possibles avec un diplôme de Bac+2. Visiblement, il a eu où il est en passe d'avoir un DUT. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont ses options? D'accord. Donc là, en fait, il faut savoir que pour les étudiants en anglais, comme lui, par exemple, mon DUT, et je pense aussi au BTS, il y a une reconnaissance qui fait que maintenant, en fait, les étudiants de certains BTS et certains DUT peuvent intégrer directement un bachelor en 3e année en Australie. Donc concrètement, ils valident une licence en 1 an en Australie grâce à nos programmes PIFA, Programme international France-Australie. Il y a le PIFA DUT, PIFA BTS. Et donc certaines universités reconnaissent certains de ces programmes. Donc c'est vraiment très, très alléchant pour les étudiants. Puisqu'encore une fois, ils valident un bachelor australien, reconnu en France à l'international. Et donc tout cela en 1 an. Et ce système de PIFA, donc qui est propre à Frank Australia, vous l'avez mis en place avec
toutes les universités avec juste un certain nombre? Alors on l'a mis en place il y a déjà cela 5-6 ans avec l'équipe et donc c'est avec uniquement certaines universités puisque l'idée était d'obtenir le maximum de crédits, donc à savoir les 2 années de BTS ou les 2 années de DUT. Donc ça concerne en fait environ 6-7 universités australiennes qui reconnaissent ces diplômes. Alors, il y a un certain nombre d'universités en Australie. Oui. Toutes ne proposent peut-être pas les mêmes formations. Est-ce qu'il y a des spécialités qui sont réputées au niveau mondial et par les universités australiennes? Oui, il y a certaines universités qui auront une renommée plus pour le business, d'autres plus pour le droit, par exemple, l'informatique. C'est vrai que lorsqu'on voit les étudiants français, en général, ça va être surtout le business qui va vraiment les intéresser, le droit, l'informatique et l'engineering également. C'est vraiment les 4 domaines de prédilection. D'accord. Et qui vont du niveau Bac+3 au niveau master? Oui, même du post-bac en fait, de la licence, master, doctorat. Et comment savoir quelle université est plus réputée dans tel ou tel domaine? Est-ce qu'il y a des classements qui existent? Il y a plusieurs classements, comme justement le Group of 8, qui sont les 8 universités qui investissent le plus dans la recherche. Donc ce sera vraiment des universités les plus haut classées. Ensuite, il faut faire attention quand même aussi aux différents... classement, puisque vous avez le classement de Shanghai, le Times Higher Education as well. Vous avez vraiment plusieurs classements, mais il faut vraiment prendre en compte aussi les critères. Donc voilà, apprendre. Donc qu'est-ce qu'on peut répondre par exemple à Johanna là, qui voulait savoir quelle était la meilleure université australienne? Parce que c'est vrai qu'on a, quitte à faire, on a envie de choisir le meilleur. Oui, bien sûr. University of Melbourne reste quand même la numéro 1. Après, vous aurez University of Sydney, UQ, University of Queensland. Donc c'est celles qui font partie du groupe of 8 qui vont se suivre l'une et l'autre. Après, donc tout va dépendre, mais les universités australiennes en général vont être classées pour celles qu'on a mentionnées ici au niveau mondial dans les 30-50 premières dans le monde, et ensuite celles qui suivront seront dans les 100 à 300e dans le monde. Donc de façon générale, les universités australiennes sont des universités hautement qualifiées. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a peut-être différents critères. Il n'y a pas Bien que sûr. le critère académique, celui de l'ambiance, Oui, du ça campus. Qu'est-ce que vous conseillez aux étudiants de regarder, par exemple? Ce qui est essentiel déjà, c'est vraiment de s'assurer que l'étudiant trouve bien son programme adéquat. Parce que université, peut-être que les étudiants quelquefois sont trop obstinés, je dirais, par une université en particulier, mais qui ne va pas forcément proposer le programme dont il souhaite. C'est quand même un investissement, l'Australie, donc autant bien choisir, je dirais, un programme qui correspond bien à l'attente des étudiants. C'est vraiment essentiel. Après, tout dépend aussi. Il y a certains étudiants qui sont très décidés et qui veulent étudier que dans une ville en particulier. Donc là, la sélection sera déjà plus courte. Donc tout dépend en fait des critères. Et vous, du coup, Franco-Australia, vous proposez de faire un peu du sur-mesure, c'est ça, de partir en fait du projet de l'étudiant? Parce que là, j'avais une question, par exemple, de Pierre qui demandait quels sont les avantages finalement de partir avec votre agence. Alors, Franco-Australia, donc c'est vrai qu'on est l'intermédiaire vraiment entre les universités et les étudiants. En tant que représentant en fait, de plus de 100 établissements, que ce soit universitaire, formation professionnelle et séjour linguistique, notre rôle c'est vraiment de trouver la meilleure solution, le meilleur choix pour les étudiants, en leur posant bien sûr toutes les questions adéquates et essayer de trouver du sur-mesure. Donc là, notre rôle en fait, c'est vraiment de leur faire une présélection. À partir de quoi, donc c'est bien sûr eux qui ont le mot final évidemment. Ils font leur sélection et à ce moment-là, on les aide dans toutes les démarches administratives, que ce soit montage de dossiers, traduction de leur bulletin, de leur diplôme, l'appui de leur candidature et ensuite l'aide à tout ce qui est l'obtention du visa, s'ils ont besoin d'un logement, d'une réception aéroport, tout est vraiment organisé avant de partir. Et on donne le relais ensuite à notre équipe au bureau de Brisbane en Australie, ce qui fait que l'étudiant se sent vraiment accompagné de A à Z, non seulement jusqu'au décollage, mais une fois arrivé en Australie et pendant toute la durée des études. Donc il y a un vrai suivi une fois sur place, si jamais ils ont un problème, exactement, ils peuvent se tourner vers vous. Et ça peut être rassurant non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les parents.
bien souvent, Ouais. surtout pour Et les parents. Alors, vous avez commencé à aborder la question justement des démarches administratives. Oui. Quelles sont les pièces qu'il va falloir fournir? Quelles sont les pièces du dossier? Comment est-ce qu'il va falloir remplir tout ça? Alors en général, donc, ce qu'on demandera à chacun des étudiants, donc, c'est le formulaire d'inscription de l'université ou des universités, puisque on propose aussi aux étudiants de monter 2, 3 dossiers afin de maximiser aussi leur chance d'acceptation. Et puis même s'ils hésitent encore entre 2 universités au moins, ils ont le temps encore de réfléchir. Donc il y aura le formulaire de l'université, le nôtre, tous leurs bulletins et diplômes depuis le baccalauréat, qu'on se chargera de traduire pour eux. Donc ils n'ont pas de frais de traduction dans leur budget à inclure. Ensuite, tout ce qui est aussi CV et lettres de motivation et éventuellement aussi des lettres de recommandation. Et tout ça doit être fourni en anglais? Alors non, alors CV, lettre de motivation, oui. Et pour ce qui est des bulletins, en général, ils sont français, donc on se charge de traduire ça pour eux. Mais donc CV, lettre de motivation en anglais, donc là c'est quelque chose aussi qu'ils doivent bien préparer. Bien préparer, oui. Et puis on est là aussi pour les aider si besoin est, s'il y a des difficultés. Donc c'est quand même un certain nombre de pièces à fournir et qu'il faut anticiper suffisamment. À partir de quand est-ce qu'il faut commencer à s'en préoccuper de ce projet-là? En général, on demande à peu près à ce qu'il constitue un dossier environ 6 mois à l'avance. Donc ça veut dire pour un départ en septembre, octobre, il faut déjà au mois de février-mars avoir fourni son dossier ou commencer à y réfléchir? Oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Australie, les rentrées sont décalées. Les rentrées sont en février et juillet de chaque année. Donc l'idée, c'est vraiment d'anticiper et de monter à peu près 6 mois à l'avance. Donc pour juillet, décembre, et puis inversement... août pour environ. La rentrée de janvier. Après, ce qu'on dit aux étudiants aussi, prenons l'exemple de l'étudiant qui est en DUT. S'il est en 2e année, dès qu'il aura obtenu son premier bulletin de 2e année, on l'encourage fortement à monter son dossier à ce moment-là. De cette façon, il n'est pas à se dire est-ce que je vais être pris, est-ce que je vais être pas pris, est-ce que je monte des dossiers dans d'autres écoles pour avoir un plan B. Donc c'est ce qu'on lui conseille de faire, de monter un dossier dès le début de sa 2e année en fait, de façon à ce qu'il ait une lettre d'offre qui sera conditionnelle à l'obtention de son DUT. Donc il y a deux choses, donc il y aura l'obtention du DUT et la deuxième condition, si c'est l'anglais. Et ça, beaucoup d'étudiants aussi n'anticipent peut-être pas assez du fait que l'anglais, bien sûr, est essentiel. Sans l'anglais, ce sera difficile de suivre les cours sur le banc de l'université, puisque bien sûr, tout est enseigné en anglais. Alors justement, quel est le niveau qu'exigent les universités australiennes? Est-ce qu'il faut passer un test, un TOEFL, un IELTS? Il faut savoir que suivant le niveau des études, le niveau d'anglais aussi va être différent et suivant aussi les domaines d'études. Mais en général, prenons l'exemple d'un bachelor, donc d'une licence, là il faudra un IELTS d'environ 6 sur 9, 6.0 sur 9. Et pour un master, ça va être du 6,5, voire même du 7 sur 9, suivant les universités et les programmes. Donc là, en fait, le discours, c'est vrai ce qui est important de dire aux étudiants, c'est que l'anglais, bien sûr, est essentiel, mais pas de panique. Parce que j'ai trop d'étudiants qui me disent « mais vous savez, mon anglais est trop faible, je ne vais pas y arriver ». Ben si, il ne faut pas se décourager, parce qu'il y a toujours des solutions. Donc soit l'étudiant a un niveau qui est correct et il décide de passer un TOEFL ou un IELTS, qui sont les 2 tests d'anglais reconnus par les universités australiennes. Donc ça, ils le font en amont avant de partir. Le tout, c'est qu'ils aient bien le score demandé avant le commencement de l'université en février ou en juillet. L'autre option qui s'offre à eux, et ça c'est vrai beaucoup d'étudiants n'y pensent pas ou ne sont pas forcément informés, c'est que le centre de langue de l'université qu'ils ont sélectionné ont la possibilité en fait de leur proposer de faire une remise à niveau d'anglais sur place, directement. Il faut savoir que cette remise à niveau, par contre, elle aura lieu en amont de la formation. Donc il faut penser aussi à partir sans doute 3-4 mois avant le commencement universitaire pour faire cette remise à niveau. Donc ce sera de l'anglais académique, donc vraiment spécifique à la poursuite des études. Il y a aussi tout ce qui est prise de notes rapides, tout ce qui est la présentation devant les camarades, etc. Donc c'est vraiment déjà un pied dans l'université et c'est vraiment essentiel. Et les étudiants se sentent vraiment en sécurité en fait et rassurés
en faisant cette préparation. Qui dure combien de temps Alors, elle sera plus ou moins longue suivant le niveau de l'étudiant. Le nombre de semaines, en fait, est défini par un test d'anglais qu'on fait passer à l'étudiant. Et ensuite, donc, une fois ce test d'anglais terminé, on le fait évaluer par le centre de langue de l'université. Et au bout de quelques jours, l'étudiant sait justement le nombre de semaines qu'il doit prendre. En général, ça va être entre 2 et 4 mois de remise à niveau d'anglais, environ. Alors concernant l'IELTS, il y avait plusieurs questions, Élodie et Kevin notamment, qui se demandaient si jamais le score est insuffisant. Hein, vous parliez de 6.0, s'il est inférieur à ça. Est-ce que ça veut dire que le projet est remis en question et il faut annuler ? Alors, pas annuler, mais dans ce cas-là, il faut éventuellement essayer de voir si entre leur réponse et le commencement à l'université, s'ils ont encore un laps de temps qui est possible pour faire une remise à niveau d'anglais sur place. Ensuite, il faut savoir pour chaque demi-point à l'IELTS obtenu, donc exemple, Kevin a eu du 5,5 alors qu'il aurait dû avoir 6, il faut savoir que pour le point 5, ce sera environ 10 semaines de cours d'anglais, de remise à niveau qu'il faut prévoir. Là, si on voit que les dates de rentrée sont trop justes, dans ce cas-là, pas de panique, il faut juste se dire que le projet sera reporté de 6 mois. Dans ce cas-là, si l'étudiant a déjà une lettre d'offre de la part de l'université qui était datée de février, on la décalera tout simplement de juillet et en général, l'étudiant va faire une remise à niveau sur place en début d'année pour enchaîner tout de suite après avec son programme. Alors, quel est le niveau attendu? Alors là, je ne parle pas seulement de l'anglais, mais le niveau académique en général par les universités australiennes. Qu'est-ce qu'elles vont regarder, chercher à regarder dans le dossier de chaque candidat? Ils vont vraiment regarder les notes. C'est pour ça qu'il y aura tous les bulletins et les diplômes fournis à partir du baccalauréat. Après, il faut savoir que, bien sûr, s'il y a une note qui était catastrophique au bac dans une matière, pas de panique non plus, ils ne vont pas s'arrêter sur juste cette note-là. C'est vraiment tout un ensemble. Donc, ça va être vraiment les moyennes générales que l'étudiant a obtenues durant les différentes années, durant son cursus. C'est pour ça aussi que lors de nos entretiens avec les étudiants, ça peut être soit au bureau, soit par téléphone ou par email, sur rendez-vous aussi. Dans ce cas-là, les étudiants, on voit avec eux. On essaye de cibler, de voir vraiment quelles universités correspondraient vraiment par rapport au dossier de l'étudiant. Ça ne sert à rien de lui faire monter un dossier pour la top university si on sait que son niveau est un peu trop moyen. On essaie justement là aussi de jauger et de vraiment lui trouver les universités auxquelles il pourra prétendre avoir une réponse positive. Est-ce que les étudiants français ont vraiment leur chance? Est-ce qu'ils sont plutôt bien cotés? Oui, ils sont bien cotés. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de représentants d'universités qui viennent dans nos locaux et on a souvent affaire à eux, on a souvent des échanges au sujet de nos étudiants. Et c'est vrai qu'au contraire, les étudiants français sont très bien perçus. Faut savoir qu'aussi, il y a une méthode en fait qui est enseignée qui est totalement différente de la méthode française. Il y aura plus de débats en cours, d'interventions, etc. Et c'est vrai que les étudiants français ont tendance à beaucoup intervenir. Il y a beaucoup d'échanges et c'est vrai que les professeurs sont vraiment ravis de voir comment les étudiants français s'intègrent bien à ce type de cours. Justement, oui, côté pédagogie, on n'en a pas encore parlé. Alors c'est vraiment différent de la France, parce qu'en France, ce qu'on connaît à l'université, c'est plutôt les cours magistraux ou les TD anti-groupe et beaucoup de prises de notes. Là, on est plus dans l'interaction. Exactement. Et c'est vrai que le retour des étudiants à leur retour d'Australie, c'est vraiment ça qui a vraiment marqué, dans le sens où il y a moins d'heures de cours. Et il y a plus de travail personnel aussi à côté et beaucoup d'interactions. Moins d'heures de cours, pourquoi? Parce qu'en fait, les étudiants par semestre vont étudier 4 sujets. Ils vont avoir entre 12 et 16 heures de cours par semaine, donc ça paraît peu. Mais à cela, il faudra rajouter tout autant de travail personnel à côté. Travail personnel en individuel et en groupe. Faut savoir aussi qu'à la fin d'un cours, le professeur peut très bien dire voilà, pour la semaine prochaine, dans tel et tel livre, merci d'avoir lu tel et tel chapitre. Il vaut mieux l'avoir fait puisque lorsque vous vous rendez au cours la semaine suivante, le professeur va lancer un débat dans la classe suite à la préparation du cours faite par chacun des étudiants pour avoir vraiment leur point de vue, avoir vraiment un échange. Et ça, c'est vrai que ça plaît énormément.
Et justement, comment se passe l'évaluation, hein? Est-ce qu'il y a des tests? Est-ce que c'est du coup plutôt des dossiers qu'il faut rendre? Alors, il y aura un peu des deux, puisqu'à peu près 50% de la note, à la fin, enfin, pour chaque semestre, ils vont avoir des évaluations durant le semestre sur des comptes rendus, des présentations, des participations en cours. Et ensuite, 50%, ce sera environ ce qui restera donc pour des partiels, en fait, hein, pour la fin du semestre. C'est comme ça qu'ils valident en fait leur sujet. Alors pour revenir, puisque j'avais une question un peu technique sur les démarches administratives et notamment sur tout ce qui est visa, Mathieu voulait savoir quelle était la différence ou les différences entre le visa étudiant et le Working Holiday Visa, donc qui est ce qu'on connaît... Le visa vacances-travail, voilà. Alors, c'est vraiment pour deux profils d'étudiants totalement différents. Le visa vacances-travail, il est destiné aux 18-30 ans qui veulent partir à hauteur d'une année en Australie. Ce visa-là, c'est vraiment pour ceux qui veulent, je dirais, barouder, visiter le pays et apprendre l'anglais. Donc là, en fait, c'est vraiment le profil d'étudiant qui veut effectuer éventuellement un séjour linguistique en Australie. Il s'obtient directement sur Internet, c'est très rapide. Chose que les étudiants qui souhaitent faire des études universitaires ou professionnelles au sein d'un centre en Australie, ce sera à ce moment-là forcément un visa étudiant. Puisque le Working Holiday, en fait, limite la durée des études à 17 semaines. Chose que le visa étudiant, il sera valable toute la durée des études et en général l'immigration va accorder 3-4 mois avant le commencement des études pour arriver sur place et jusque 2 mois à la fin des études. Et à l'inverse, est-ce qu'avec un visa étudiant, il est possible de travailler? Parce que là, j'ai une question par exemple de Pauline qui veut savoir, avec un visa étudiant et en allant étudier à USC Sunshine Coast, est-il facile de trouver un travail sur place en parallèle de ses études? Et donc, facile de trouver et à la fois, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La réponse est oui. Et c'est ça aussi le grand avantage de l'Australie par rapport à certains autres pays anglophones où là, on peut être très limité. L'Australie a l'avantage, en fait, de proposer aux étudiants, avec un visa étudiant, de travailler 20 heures par semaine en parallèle des cours et à temps complet pendant les vacances scolaires, ce qui est vraiment pas négligeable. Et beaucoup d'étudiants me disent, mais oui, mais est-ce que 20 heures, c'est vraiment jouable? La réponse est oui, puisque c'est le gouvernement qui a limité à 20 heures. Au-delà, ce serait délicat. Mais là, si les étudiants organisent bien leur planning dans la semaine, ils vont voir à peu près 2 jours et demi sur le campus, plus du travail personnel, soit à la librairie ou à la maison. Ils ont forcément un peu de temps, s'ils le souhaitent, pour trouver un travail. Et la réponse également pour savoir si c'est facile de trouver un job étudiant, la réponse là aussi est oui. Après, bien sûr, ça ne va pas arriver tout seul, comme je dis aux étudiants. CV sous le bras, il faut aller voir directement les commerçants. C'est vraiment la méthode anglophone là-bas. Il faut aller les voir, distribuer ses CV au maximum. Et donc, on trouve généralement dans le secteur de tout ce qui est un peu restauration, peut-être, fast-food, tout ce qui est hôtellerie, restauration, petit commerce, boulangerie. Et en plus, l'accent Frenchy plaît beaucoup, ça, faut pas se leurrer. Donc ça, c'est un vrai atout pour les étudiants français. Donc, jouer là-dessus, puisque c'est vrai qu'on fait tout le temps référence à la gastronomie française et autres. Donc, si les restaurateurs peuvent avoir des serveurs français, c'est clair que les Français seront pris en priorité. Ah, il y a une carte à jouer là. Alors. Tout à fait. Un job, oui, ça sert évidemment à financer aussi son séjour sur place. On n'a pas encore mentionné tout ça. Combien ça coûte à peu près une année d'études en Australie? Alors tout va dépendre si c'est un séjour linguistique, une formation pro ou universitaire, ça c'est clair. Au niveau du coût de la vie sur place, donc un budget mensuel, logement, nourriture, sortie, transport, il faudra compter à peu près dans les 1 000 € par mois. Donc voilà. Après, au niveau des logements, tout va dépendre aussi du logement choisi par l'étudiant. Et après, au niveau des études, si on regarde les séjours linguistiques, si on regarde un mois de cours d'anglais, ça va être à peu près 1 000 €. Là, ça va être 25 heures de cours par semaine, 5 heures par jour du lundi au vendredi. Donc, c'est vraiment de l'anglais intensif. Une formation professionnelle type Bac+1, Bac+2, on va être à peu près dans les 5-6 000 € l'année. Pour un bachelor, donc là 3 ans, donc une licence au niveau des frais de scolarité annuels, les premiers tarifs ça va être dans les 12-13 000 €. Et au-delà bien sûr, ça c'est pour vous donner une fourchette. Hein. Et au niveau master, les premiers tarifs on va être dans les 14-15 000 € pour une année de master.
Oui, donc c'est forcément plus élevé que ce qu'on peut connaître en France. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, l'Australie, c'est vrai, au niveau de la qualité et de la réputation de ces universités, les frais de scolarité peuvent être assez élevés. Cela étant, l'avantage étant que les étudiants peuvent travailler et couvrent une partie de leurs frais sur place. Donc c'est vrai que la plupart des étudiants auront soit un petit coup de main des parents ou alors ils feront appel à un prêt étudiant. Après, on ne le dira jamais assez, mais il y a aussi des bourses qui existent pour les étudiants côté français. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Lesquelles, par exemple, de bourses? Alors, il y a des bourses auprès du conseil général, régional et de la mairie. Donc, il ne faut pas hésiter. Ce sont ce qu'on appelle les bourses de mobilité. Celles aussi qui appartiennent au Rotary. Et également en Australie, il y aura des bourses offertes par certaines universités à certains moments et dans certains il y a une sélection aussi par pays, donc quelquefois c'est destiné aux étudiants français, quelquefois aux étudiants en Amérique, donc voilà, donc c'est du cas par cas en fait, mais dans ce cas de figure ça peut être des bourses, ce sont la plupart du temps des bourses de mérite. Donc vraiment, ça dépendra du dossier scolaire de l'étudiant. Donc c'est ça, c'est des bourses d'excellence finalement destinées aux meilleurs étudiants. Ouais. Est-ce que vous avez une idée de combien Alors ça peut être pour la totalité, pour vraiment couvrir tous les frais de scolarité, même de vie sur place. Et quelquefois, ça peut être des bourses partielles, où là, vous aurez 25, 30%, 50% du montant des frais de scolarité. Et il y a également une bourse qui s'appelle Endeavour, qui est proposée, mais là aussi, ce sera une bourse basée sur des critères d'excellence. Alors, ce qui fait partie effectivement des frais peut-être importants, c'est le logement. Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile là aussi de trouver un logement? Est-ce qu'il vaut mieux d'ailleurs l'avoir trouvé avant de partir ou une fois sur place? Comment peut-être vous, Franco-Australia Éducation, vous aidez les étudiants à trouver leur logement? Oui, donc une fois que l'étudiant a monté son dossier, il obtiendra, donc chez Franco-Australia, on lui fournit à ce moment-là un identifiant et un mot de passe et il aura accès à son espace virtuel Franco-Australia, sur lequel va figurer justement divers icônes pour préparer son voyage dans les meilleures conditions. Donc il aura une mine d'informations et à ce niveau-là, donc il aura plusieurs options au niveau du logement possible. Donc soit le logement, ça peut être en famille d'accueil, ça peut être donc une famille australienne avec une durée minimum de 4 semaines. Ça peut être également donc aussi au sein des résidences étudiantes où là, dans ce cas, il s'engagera sur un minimum d'un semestre sur place, donc des logements étudiants, des résidences qui sont proposées sur le campus en lui-même. Et sinon, ça peut être aussi la colocation. Il faut savoir, la colocation, c'est ce qu'il y a de plus répandu en Australie. C'est ce que beaucoup d'étudiants font, puisque aussi c'est le moyen le moins cher. Donc, ce sera des colocations avec d'autres étudiants étrangers, mais également les Australiens, puisque les Australiens font énormément de colocations entre eux aussi. Donc il y a vraiment différentes options qui s'offrent à eux. Après, donc, on leur fournit tout un listing d'auberges de jeunesse, s'ils veulent un logement temporaire pour trouver ensuite une coloc sur place. Sinon, on organise bien sûr une famille australienne. Ça peut être un bon moyen aussi d'améliorer son anglais. Je pense surtout à ceux qui partent en séjour linguistique. Ceux-là, on est en immersion totale et on n'a pas le choix. Et c'est vrai que son dictionnaire peut être son meilleur ami, surtout pendant le premier mois. Mais voilà, donc il y a plusieurs options possibles, en fait, suivant ce que les étudiants souhaitent, en fait. Oui, suivant ses envies, suivant peut-être son budget aussi. Est-ce qu'on sait à peu près combien ça coûte? Oui, tout va dépendre. Dans une famille, pour un mois, donc chambre individuelle en demi-pension du lundi au vendredi et pension complète les week-ends, il faudra compter à peu près dans les 700 € par mois. Pour le premier mois, ça peut être souvent rassurant pour les étudiants. Ils ont un toit, le gîte et le couvert, je dirais, ils n'ont pas ça à se préoccuper. Parce qu'il y a quand même une nouvelle culture, de nouveaux amis, la nouvelle méthode, l'université, etc. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal de choses déjà à mettre en place et à penser. Donc ça peut être une solution. Et je vous dis, pour les plus débrouillards, la colocation est vraiment ce qu'il y a de bien. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut attendre d'être sur place.
puisque il peut y avoir aussi des choses qui se passent sur Internet qui ne sont pas tout le temps très correctes. Des arnaques, vous voulez dire, effectivement, ça existe? Oui, ça existe, ça c'est clair. Donc dans ce cas, ce qu'on conseille aux étudiants, c'est de réserver quelques nuits dans une auberge jeunesse. Mais par contre, regardez déjà les petites annonces sur les sites Internet qu'on leur a listés. Pour avoir une idée peut-être de l'ordre du prix, de l'emplacement par rapport au Exactement. Et quitte à ce que justement, quelques jours avant leur départ, ils listent un peu les annonces qui les intéressent et qui contactent justement les locataires et voir si c'est possible de prendre un rendez-vous dès leur arrivée. Comme ça, au moins, ils enchaînent aussi une fois arrivés sur place. Et là, est-ce qu'il y a des pièces à fournir aux propriétaires des logements ou comment ça... En général, oui, ça va dépendre. Il y a certains propriétaires qui vont être un peu plus exigeants que d'autres. Souvent, c'est des colocations où ils sont déjà plusieurs et il y en a un qui est parti, il suffit d'en rajouter un autre. Donc là, ils ne vont pas demander, ils ne vont pas être aussi exigeants. Il faut savoir juste qu'il y aura certaines pièces justificatives type comme en France à fournir. Également, il faut savoir que le règlement là-bas peut se faire à la semaine, à la quinzaine ou au mois. Donc ça aussi, il faut... Tout comme les jobs étudiants d'ailleurs. Donc la rémunération peut différer. Oui, donc quand on voit finalement le tarif du logement, il faut se méfier, enfin bien vérifier en tout cas, savoir si c'est à la semaine ou au mois. Voilà, exactement, oui, prendre ça en compte, tout à fait. Au niveau des démarches encore, est-ce qu'il y a, au niveau santé notamment, des choses à prévoir et notamment une couverture santé, maladie? Alors ce qu'il faut savoir, alors deux choses, il faut savoir qu'il n'y a pas de vaccin obligatoire pour l'Australie déjà. Par contre, ayez bien le carnet de santé à jour, c'est ce que je dis à chaque fois aux étudiants. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce qui est études en Australie, en plus des frais de scolarité, il y aura forcément une assurance médicale obligatoire qui est imposée aux étudiants internationaux qui sera en plus des frais. Donc qui sera à régler à ce moment-là à l'université, ce qu'on appelle l'OSHC. Donc voilà, cette assurance va couvrir à hauteur de 85% pour tout ce qui est médical sur place et 100% tout ce qui est hôpitaux publics. Donc les étudiants arrivés sur leur campus se verront attribuer justement une carte médicale et donc tous leurs frais seront déjà pris en charge, ils n'ont pas d'avance de paiement à effectuer. Cela étant, donc ça c'est vraiment une très bonne couverture, elle est par an, elle est environ un peu moins de 400 €, à peu près 390 € par an, ce qui est vraiment très bien. Mais à cela, on recommande fortement aux étudiants de prendre une assurance en plus de France, de façon à être couvert pour tout ce qui est rapatriement, responsabilité civile et la complémentaire santé. Il y a trop d'étudiants qui pensent qu'en payant leur billet d'avion et de la carte Visa, ils sont couverts. Or, ce n'est pas le cas parce qu'ils ne seront pas sous un visa touriste valable 3 mois. Là, ils seront vraiment dans un cadre étudiant. Donc, ils vont se trouver en difficulté au-delà des 3 mois passés. Donc, c'est vraiment important de prendre ça aussi en compte. Alors, vous mentionnez quelque part un peu les risques peut-être de ce pays. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rencontrent des problèmes? Non, on ne peut pas dire non. En général, non. Mais un accident de voiture, ça peut se passer partout. Enfin, un accident tout bête aussi. Donc, se tordre la cheville ou autre, voilà, c'est pas... ça peut arriver à tout le monde. Donc, autant être bien couvert que pas assez. Ça, c'est clair. Pour revenir un peu peut-être sur la vie du campus, comment ça se passe? Est-ce que c'est d'ailleurs des gros campus? Il y a combien d'étudiants là? Et puis, est-ce qu'il y a une vie associative? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Du sport, j'imagine? Alors, il faut savoir que les campus australiens sont juste magnifiques. C'est comme les campus à l'américaine, ce sont des très très gros campus. On va même dire que c'est une ville dans la ville pour la plupart d'entre eux. Vous allez avoir 40 universités australiennes en Australie. C'est vrai qu'elles sont énormes. Vous allez avoir, on revient sur la santé, vous allez avoir médecins, infirmiers sur le campus. Vous allez avoir banque, vous allez avoir restaurant, bar. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a coiffeur, il y a même ciné dans certains. Donc il y a vraiment les étudiants, ils passent beaucoup de temps, même en dehors des cours, parce que bien sûr il y a l'accès au Wi-Fi partout. Ils ont des bibliothèques qui sont absolument sublimes. Et des coins en fait études, vous pouvez même louer des salles pour certaines heures, etc. Donc ils ont vraiment tout prévu, c'est vraiment magnifique. Et au niveau des infrastructures sportives, il y a de quoi faire là aussi, puisque vous allez avoir dans la plupart des campus des piscines olympiques, terrain de tennis, même terrain de golf pour certains. Donc voilà, ça répond, je pense que les étudiants qui sont mordus de sport pourront trouver vraiment ce qu'il faut là-bas sur place. Ou même, beaucoup d'étudiants me disent souvent qu'ils se sont mis au sport du fait qu'ils sont partis en Australie, parce que tout s'y apprête.
Et ils se sont mis au surf. Si on ne fait pas de surf, on peut quand même partir en Australie. Ah bah oui, bah heureusement d'ailleurs, oui, heureusement. Mais ça vaut le coup d'essayer quand même. C'est vrai que si on n'a pas essayé une fois, bon, c'est vrai que l'Australie s'y apprête, donc faut essayer. Alors, peut-être pour continuer sur cet aspect culturel aussi de l'Australie, est-ce que il y a des choses qu'on ne doit pas faire, où on commettrait finalement des impairs, des choses différentes avec la France dans les usages? Bonne question, oui. Ou alors, c'est vrai que la plupart, bon, on va dire que la culture c'est une culture anglophone. Le respect de la personne, bien sûr, comme partout, mais je crois qu'il n'y a pas de règles spécifiques, hormis les règles et coutumes que l'on a, nous, ici, en tant qu'Européens et Français. Ouais. Est-ce qu'il y a des particularités régionales, par exemple, entre le nord, le sud, l'est, ouest de l'Australie? Il y a voilà, plus des colorations peut-être un peu culturelles ou au niveau des paysages? Oui, bah c'est clair que c'est un pays qui fait quand même 14 fois la France, donc la taille de l'Europe. Vous allez aller d'une ville à une autre, vous allez penser que vous allez changer de pays, ça c'est clair. Vous allez avoir le désert rouge au centre, qui est absolument magnifique et qui est assez unique en son genre. Vous allez avoir le territoire du Nord avec Darwin, qui est vraiment aussi très différent. Et vous allez avoir aussi, donc, surtout la côte Est, la barrière de corail. Et plus vous allez descendre aussi, vous allez avoir donc, Melbourne, Sydney, les grandes villes dont les étudiants aiment beaucoup étudier. Donc c'est vrai que c'est un melting pot en fait, ce pays. Il y a des étudiants qui vont venir des quatre coins du monde, donc beaucoup d'étudiants d'Asie, d'Amérique, d'Europe. Donc c'est vrai que ça plaît énormément. Donc il y a un grand mix culturel en fait présent sur place. Très bien. Voilà, on arrive bientôt au bout de ce live. Est-ce qu'il y a des villes peut-être que vous conseilleriez davantage, qui sont plus étudiantes Alors, c'est vrai que beaucoup d'étudiants misent surtout sur Sydney, ça c'est clair. Après, Sydney ne sera pas forcément la ville la moins chère non plus, donc il faut savoir. Et c'est vrai qu'il y a énormément de Français. Si les étudiants veulent croiser le moins de Français possible, je dirais qu'il faut peut-être aller un peu plus dans des villes telles que Perth, Adélaïde, qui sont des villes aussi souvent les moins chères en Australie. Et vous avez aussi toute la région du Queensland, où là aussi vous avez pas mal d'universités. Mais tout dépend vraiment du souhait de chacun des étudiants. Mais c'est vrai que chaque ville a sa particularité. Et c'est vrai qu'une fois que les étudiants goûtent à leur première ville où ils ont étudié, c'est souvent dur pour eux de partir dans une autre ville. Et quand on est étudiant, est-ce qu'on a le temps de visiter pendant le week-end, ou alors est-ce qu'il y a des intersemestres Il y a des intersemestres, ça c'est sûr. Et puis il y a aussi les week-ends. Comme je vous disais, ils étudient à peu près 2 jours et demi dans la semaine. Après, même s'ils ont un petit job à côté, il y a certains qui sont souvent quand même des longs week-ends. Ça c'est sûr qu'il y a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités. C'est vrai que d'une ville à une autre, on va se déplacer la plupart du temps en avion. Ça va être à 1 heure, 2 heures, 3 heures de vol. Mais il y a des compagnies low cost comme on peut avoir chez nous, et si les étudiants s'y prennent bien à l'avance, ils peuvent vraiment voyager pour pas très cher. Et ça c'est vraiment formidable. C'est vrai que les études c'est une chose, mais j'encourage aussi à ce qu'ils visitent quand même le pays, parce que c'est tellement loin, tant qu'à être sur place, c'est quand même dommage d'avoir fait tout le trajet pour rester englouti, je dirais, et ancré dans une ville. Il faut quand même aussi découvrir la culture, donc c'est vrai que c'est important, et ça fait partie aussi d'une ouverture d'esprit. Les étudiants qui vont là-bas, ils vont aussi pour découvrir la culture, pour apprendre un métier, pour avoir une certaine éducation, mais aussi apprendre la langue. Et c'est vrai que je leur dis souvent, mélangez-vous le plus possible aux locaux. C'est clair, il ne faut pas rester entre eux, il ne faut pas rester qu'entre Français, bien sûr. Ouais. Alors, j'avais plusieurs questions un peu plus spécifiques autour des conditions d'âge, peut-être. Parce que Rachel, par exemple, nous explique qu'elle a 26 ans, qu'elle travaille déjà, mais qu'elle souhaite éventuellement reprendre des études. Est-ce qu'il lui est possible, par le biais de Franco-Australia Éducation, de partir en Australie et reprendre des études? Ben oui, il n'y a pas d'âge. Il y a même des étudiants qui ont 30, 40. On a même eu l'année dernière encore une personne qui s'est inscrite qui avait 60 ans. Ça, c'était pour des cours d'anglais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les études, ça n'a pas de critère d'âge, bien sûr. Donc oui. Et puis là, 25 ans, c'est ce qu'il y a de plus commun. On a beaucoup d'étudiants de ce critère-là, entre 20 et 35 ans, qui partent faire leurs études en Australie. Donc il y a tout âge.
Anne-Sophie Morvan, merci. Je rappelle que vous êtes responsable de Franco-Australia Éducation France. Merci donc pour toutes ces réponses aux nombreuses questions des internautes sur étudier en Australie. Vous retrouvez ce live bien sûr en replay d'ici quelques jours. Merci pour votre attention et à bientôt sur Studyrama TV.